tous les cas qu'il y a une recherche thérapeutique. Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Merci d'être ce matin sur LCI. On sourit parce qu'on se parlait sur le générique. Vous êtes président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Merci donc encore d'être avec nous ce matin parce que c'est vrai qu'on en parle moins, beaucoup moins du virus. Tant mieux, d'une certaine façon. L'épidémie est sous contrôle. Dans les repas de famille, il y a des conversations, on arrive au dessert, on n'a pas dit un mot du virus. C'est une bonne nouvelle. Elle est bientôt terminée, l'épidémie ? Alors vous allez un petit peu vite en besogne, vous dites qu'elle est contrôlée, je serais légèrement plus prudent. Le taux d'incidence, comme on dit, de la circulation du virus est en diminution régulière depuis août, et on peut faire remarquer que pour la première fois, une vague, la 4e vague, a été contrôlée sans confinement et grâce essentiellement à la vaccination, plus, il ne faut pas l'oublier, au maintien des gestes barrières. 4e vague, elle est partie, elle est passée ? Oui, elle n'est pas tout à fait terminée, mais on est en bonne décroissance de circulation du virus. Mais pourquoi certains parlent d'une 4e vague dont il faut guetter les effets éventuellement dans la 2e quinzaine d'octobre? J'entends ça. Ça, c'est la suite. Vous avez donné la 5e. situation. Mais il faut être prudent, il faut être raisonnable, comme toujours, vigilant, et on ne peut pas tout prédire. On arrive dans une situation où la météo est un peu plus favorable au virus. Le virus aime bien une température un peu plus froide et humide. Donc on sait que les modélisateurs nous disent que c'est un petit facteur de risque. Et puis, il y a encore des personnes non vaccinées. Le vaccin, tout en étant magnifique, n'est pas parfait. Donc il faut rester vigilant. Et pour l'instant, je crois qu'il est raisonnable de maintenir les mesures barrières. L'utilisation du pass sanitaire sont encore d'actualité. Elles nous ont quand même permis, ces mesures, globalement, de reprendre une vie bien plus normale. Mais vous nous dites donc, 1, l'épidémie n'est pas terminée. 2, elle n'est même pas sous contrôle. Vous diriez quoi? Qu'elle est contenue? Oui, ça dépend les termes que l'on veut employer pour définir la réalité. Elle est globalement, contenue dans la mesure où le nombre de nouveaux entrants à l'hôpital a beaucoup diminué, mais il y en a encore. Il y a encore près de 7000 personnes aujourd'hui qui sont hospitalisées parce qu'elles ont un Covid. Il y a encore des gens dans les services de soins intensifs. Et il y a encore des nouveaux cas chaque jour, en nombre limité, mais on ne peut pas dire que les choses soient complètement sous contrôle. D'accord. La vaccination a permis de faire obstacle à cette 4e vague attendue avec la rentrée scolaire, la fin de l'été, etc. Mais avec le froid, c'est ce que vous nous disiez, il faut quand même regarder de près ce qui se passera d'ici à quoi, au 15 novembre ? En permanence, mais mais dans les semaines qui viennent. Oui, non, il n'y a pas un moment. Il y a une menace. Il n'y a pas un moment précis. Il faut non, le mot menace est trop fort. Moi, je préfère utiliser un terme de surveillance et de vigilance qui est constant, puisque bien sûr l'épidémie est suivie jour après jour sur tous ces paramètres. Alors, dans près d'une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus, voire elle repart très légèrement en hausse. Ce sont les mots de Gabriel Attal hier, le porte-parole, à la sortie du Conseil de défense. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié au niveau de vaccination dans ces départements ? Bon, à ces niveaux-là, c'est très difficile à dire parce que là, ce sont des variations très modestes qui ne préjugent d'ailleurs pas complètement de ce que seront les taux de circulation du virus 8 jours plus tard. Simplement, ça nous montre, ça conforte ce que je vous disais il y a un instant sur le fait que tout n'est pas tout à fait terminé et les variations à ce niveau-là ne sont pas forcément liées au taux exact de vaccination. Elles peuvent être liées à des événements sociaux où s'il y a un grand nombre de gens qui se rassemblent et qui ne respectent pas tout à fait les gestes barrières, on le sait. Cet été, par exemple, on sait que l'épidémie a été favorisée par la fréquentation des bars et des boîtes de nuit, et là où il y avait des touristes, c'était tout à fait évident. Oui. Donc des événements pas de la même échelle, mais peuvent bien sûr survenir actuellement. Alors le pass sanitaire est maintenu. Le Conseil scientifique a d'ailleurs décrit 2 scénarios. Soit une levée dans les 2-3 semaines, soit une levée entre le 15 novembre et le début janvier. Vous êtes favorable à quel scénario ? Quand je dis levée, c'est un allègement d'ailleurs. Je vais vous faire une réponse de Normand. Je n'ai pas trop mon habitude. Mouillez-vous, professeur. Non, je ne peux pas trop mouiller parce que pour moi, ça dépend des données épidémiologiques telles qu'elles seront au 15 novembre, au 15 décembre ou au 15 janvier. Et si on est dans ces circonstances très favorables, c'est-à-dire que la tendance à la décrue qu'on a décrite jusqu'ici se maintient et se confirme. Donc la baisse continue. Voilà, on peut envisager ce genre de mesures. Si ce n'est pas le cas, j'aurais plutôt tendance à attendre un petit peu. Donc votre boussole, c'est une baisse continue, sans accroc. Et auquel cas, oui, il y a un moment, on peut, et bien sûr. Favorable. Voilà. Bon, alors c'est vrai que sans attendre, on renoue avec des habitudes. Vous l'avez remarqué, on s'embrasse entre amis, en famille, on se serre la main.
Vous dites quoi? C'est humain, ce serait préférable de limiter, mais c'est humain. Même je confesse ce qu'il m'arrive de le faire aussi. Et bon, on a vécu quand même 20 mois à peu près maintenant d'une période contrainte, et il est difficile de maintenir complètement toutes ces contraintes pour l'ensemble d'une population. Ceci doit intervenir aussi dans les décisions, à côté, disons, de l'évaluation dure, entre guillemets, purement épidémiologique, dans les décisions qui ressortent complètement du domaine politique cette fois-ci. Vous, qui êtes une autorité sanitaire, Monsieur Vaccin, je sais que vous n'aimez pas, mais... Non. Mais voilà, c'est comme ça que vous êtes perçu dans l'opinion. Vous dites, je serais indulgent à l'égard de ceux qui, effectivement, ont eu tellement de plaisir à retrouver ces gestes amicaux. Non, parce que si je dis ça, c'est clair que ça va aussi, petite mesure, mais favoriser le relâchement. Et je pense que quand même le message principal aujourd'hui, c'est qu'il faut garder les gestes barrières, certainement le port du masque à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais dans les entreprises. Ça dépend du contexte de travail. Si une personne comme nous sommes à la minute où nous ne portons pas de masque, nous sommes à une certaine distance, il n'y a personne autour de nous, je pense qu'on peut tout à fait lever le masque. Mais s'il y a une réunion de plusieurs personnes dans un espace plus clos, et dans des entreprises, il y a des circonstances où les gens sont amenés à travailler en étant proches les uns des autres, je pense qu'il est mieux de porter le masque. D'accord, donc j'allais vous poser la question, parce que par exemple, il y a une nouvelle vague d'écoles qui vont faire tomber le masque des élèves lundi prochain. Et la baisse du masque en entreprise, c'est pas maintenant? À mon avis, non. Ce sera quand? Je ne sais pas. On tourne autour de la même question depuis un moment, c'est-à-dire du moment où on aura un contrôle persistant et en arrivant à un niveau très bas de la circulation du virus, un nombre de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations. Si ça continue sur ce trend, comme on dit en bon français, si ça continue sur ce rythme-là, on peut y arriver d'ici, nous sommes début octobre, avant la fin de l'année. Cette année 2021. Oui, je ne parle pas de 22. En fait, la perspective, c'est la fin de l'année. On peut se dire qu'en décembre, on pourra passer des étapes de normalisation. En tous les cas, c'est un cap vers lequel on peut tendre. Maintenant, comme vous savez, le virus, lui, il ne nous écoute pas, et donc il faut suivre les choses de près. Mais le virus, il n'y a pas de nouveaux mutants depuis Delta. Il n'y en a pas de nouveau. C'est la vaccination qui fait obstacle à cette mutation. Il n'y a pas de nouveau virus dont vous entendez parler, dont je n'entends parler. Hein. Oui, nouveau virus, nouveau variant. Il y en a tous les jours plein de nouveaux, parce que le virus mute en permanence. Mais, c'est ce point important, bien évidemment, il n'y a pas de nouveaux variants qui soient en train de prendre une part de l'épidémie. Le Delta, qui a beaucoup de force, beaucoup de caractéristiques qui lui donnent cette capacité d'être largement prédominant au niveau même mondial aujourd'hui, garde le dessus, mais ça ne veut pas dire que... Mais est-ce que c'est la vaccination qui l'empêche de muter La vaccination n'empêche pas de muter, parce que c'est un effet indirect. C'est que la vaccination, en réduisant la circulation virale, moins il y a de virus qui circulent chez des êtres humains, plus on a de chances de ne pas voir de nouveaux variants. Mais l'implication de cela, c'est au-delà de la vaccination en France ou en Europe, c'est la vaccination mondiale. Vous le comprenez bien. Donc, et là, le virus continue de circuler dans certaines régions de façon très vive, et dans nos territoires d'outre-mer aussi en France. Absolument, vous avez raison de le rappeler. Nous avons là une situation difficile qui a été contrôlée par un énième confinement aux Antilles. Mais aujourd'hui, la situation est par exemple plus difficile en Guyane, où le virus circule à un grand niveau. Beaucoup de personnes sont hospitalisées, et tous les jours, il y a des décès comme il n'y en a jamais eu au préalable. Donc cette situation est préoccupante pour la population directement, et puis au-delà, donc à l'échelle planétaire, avec d'autres régions du monde peu vaccinées. La différence, c'est que la Guyane ou les Antilles sont dans des régions qui ont accès au vaccin. Ils ont pleinement accès au vaccin, mais malheureusement, il y a une certaine résistance de la population, d'une fraction de la population. Et même une résistance certaine. Voilà, et alors qu'il y a d'autres endroits, en Afrique par exemple, où les gens aimeraient bien se vacciner, mais n'ont pas accès au vaccin pour l'instant. C'est le paradoxe. Vous avez été étonné, par parenthèse, de la résistance justement de Christiane Taubira, très entendue en Guyane, à encourager la vaccination. Ça vous a surpris? J'aimerais qu'elle évidemment, des propos qui promeuvent la vaccination. Attendons de voir. Et c'est dangereux, des propos comme ça, dans un contexte de santé publique? Je pense que global, je ne vais pas personnaliser cette question, je pense que globalement, il est important que
les pouvoirs publics d'abord, les autorités sanitaires. Les responsables politiques aussi. Les responsables politiques, enfin chacun qui est à sa place, et puis les professionnels de santé. Mais je sais que beaucoup le font. Il faut rendre hommage au passage aux professionnels de santé qui sont sur place, qui sont dans des situations difficiles, qui sont parfois agressés et qui font un boulot magnifique. Donc tout le monde doit porter une parole adaptée à la population, aux circonstances, dans des pays où le système hospitalier est moins performant qu'il ne l'est en métropole, par exemple. Donc il faut adapter nos propos, mais je pense que chacun a sa part pour faire en sorte de convaincre les réticents. Vous n'irez pas sur le terrain de la polémique et de la condamnation. Je vois ça. Quelle est la proportion de Français pas encore vaccinés ? Alors, il y a des Français éligibles à la vaccination, les plus de 12 ans. Voilà. On est maintenant il reste plus que 13-14% à peu près de personnes à vacciner qui n'ont pas... Leur profil ? Alors là, il y a un effort indispensable à faire, une priorité absolue. Je pense que c'est l'objectif numéro 1 de la vaccination en France aujourd'hui. C'est d'atteindre des personnes vulnérables, fragiles, et qui ne sont pas encore vaccinées. Parmi elles, en premier lieu, des personnes très âgées de plus de 80 ans. Donc ça va pour les 70-80 ans. Très bien. Oui. 70-80, ils sont pratiquement tous vaccinés. D'accord. Presque tous. Après, il y a la 3e dose. Mais pour la vaccination... Ça, c'est la question numéro 2. Mais la question numéro 1... c'est réglé. Au-delà de 80 ans, il y a combien de personnes qui ne sont pas vaccinées ? Entre 5 et 600 000. Donc ces personnes, elles sont très fragiles. Ouais, ça fait quoi, 15% ? Un peu moins de 14% de cette population. Ce sont souvent des personnes isolées qui sont. Et pourquoi on n'arrive pas à les toucher, puisqu'on a dit qu'on allait faire du porte-à-porte ? Mais ça se fait, le porte-à-porte. Mais le porte-à-porte, on conçoit très facilement que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes pour toucher. Il faut aller donc auprès de chacun. C'est pas la même chose que de vacciner tous les quarts d'heure des personnes dans un centre de vaccination. Ça n'a strictement rien à voir. Enfin, donc ça prend très longtemps qu'on a. Oui, mais ça. cet effort porte ses fruits insuffisamment encore. Mais si ces mêmes discussions, on les avait de façon légitime il y a, je ne sais plus exactement, disons au mois de juillet, où on était à 80%. On est aujourd'hui, alors on est à 86, quelque chose. Ça suffit pas, mais il y a quand même, c'est pas négligeable d'avoir gagné. Qu'on n'a pas identifiées en fait, parce qu'elles n'ont pas de médecin traitant, ça arrive. Il y a les deux situations. Il y a des personnes qui ont des médecins traitants et via les médecins traitants qui maintenant ont la liste à disposition par la Caisse nationale de sciences de ces personnes non vaccinées. On peut petit à petit les toucher, mais évidemment les plus fragiles de fragiles, celles qui sont le plus loin du système de santé, ce sont celles qui n'ont même pas de médecin traitant. Et donc là, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus difficile, mais il faut néanmoins poursuivre les efforts avec des actions locales. Et à côté des personnes très âgées, il faut quand même signaler aussi des personnes atteintes de maladies chroniques, en situation d'obésité, aussi d'autres pathologies vers lesquelles il faut poursuivre les efforts. Et enfin, ne pas les oublier, des personnes en situation de précarité ou de très grande précarité qui sont moins vaccinées que les autres. Donc ce triple effort, pour moi, aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1. Absolue. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont à risque de maladies graves, de décéder. Enfin, tout le monde est un tout petit peu à risque, mais elles sont très à risque. Et donc, il faut les toucher. Ça, c'est priorité numéro 1. Priorité numéro 2, ce sont les rappels pour les personnes qui ont besoin d'un rappel. Il y a combien de personnes de 65 ans qui ont fait leur rappel ? Pas encore beaucoup. Mais combien ? On doit être à quelques centaines de milliers aujourd'hui. Alors, ça s'explique Pas assez, donc. C'est ce que j'entends. Je vais vous expliquer. Il y a 2 points. Oui. Il y a un point, c'est que le rappel, il n'y a pas nécessité de le faire avant 6 mois après la fin de la primo-vaccination. Donc quand même, beaucoup de ces personnes ont eu leur vaccin en avril, en mai, et donc n'ont pas atteint les 6 mois. Donc c'est logique qu'elles ne soient pas encore vaccinées. Parmi la population qui a eu sa vaccination précocement, janvier-février, je crois qu'on est aux alentours d'un tiers qui ont reçu leur rappel, donc pas assez, vous avez raison. Et je pense qu'il va être important d'expliquer, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui suivent, que ce rappel est important pour les personnes âgées de plus de 65 ans, pour les malades fragiles, pour différentes raisons. Important parce que le vaccin baisse en efficacité. J'allais y arriver. Passé 6 mois, pour ces personnes, il y a une petite baisse de l'efficacité de protection à l'égard des formes graves, et c'est ça qui, évidemment, est absolument essentiel. Donc il faut ce rappel qui permet de booster, comme on dit dans un franglais pas très joli, l'immunité. On sait, sur le plan immunologique, ceci est très précis, et on sait, les premières données indiquent que cela permet effectivement, même chez des personnes âgées, d'obtenir une réponse immune très puissante, et donc qui devrait être
protectrice. Donc Allez-y. le message est allez-y. Et puis il va y avoir une circonstance importante d'ici quelques semaines, c'est la grippe, enfin plus exactement la vaccination antigrippale. Très important de se vacciner contre la grippe parce que la conjonction grippe-Covid, ce serait vraiment pas une bonne idée sur le plan des conséquences de maladies pulmonaires et de ce qui se passerait dans les hôpitaux. Donc il est assez légitime pour toutes les personnes qui tomberont dans une chronologie adéquate qu'elles reçoivent au même moment les 2 vaccins. Le vaccin antigrippal annuel et le rappel. Oui, le même. Bon, ça fera 2 piqûres, ok. Mais on peut le faire le même jour. Le même jour. Une épaule droite, une épaule gauche. Par exemple. Et vous dites, il faut le faire le même jour. Oui, ça serait même peut-être un booster pour le rappel. Oui, c'est plus pratique. D'abord, ça permet pour les personnes, ça fait 2 en 1, ça gagne du temps et c'est plus pratique. Et puis, on peut penser que la vaccination contre une maladie favorisera la vaccination. Il va y avoir une campagne publique pour lancer ce... Il y aura certainement une campagne publique autour de la vaccination antigrippale et donc de profiter de ce moment pour le rappel de Covid. Donc c'est anti-Covid, pardon. Anti-Covid. Donc la 3e dose de rappel, allez-vous faire le rappel en même temps que le vaccin de la grippe. Hein, si vous voulez pas, vous pouvez le décaler. Il n'y a aucune contre-indication aucune raison pour de pas le faire. Ça ne va pas faire trop de vaccins d'un coup. Non. Vous savez, vous êtes sûr de ça, je suis sûr de ça, autant qu'on peut être sûr en médecine, mais je suis raisonnablement sûr parce qu'il n'y a aucune évidence contre. D'ailleurs, ça a déjà été fait dans l'hémisphère sud, d'une part, et d'autre part, il y a plein d'exemples de succès, de sécurité de vaccins administrés conjointement et qui ciblent plusieurs microbes. Alors, encore 3 questions importantes, mais il faut des réponses assez brèves, pardon, parce qu'on arrive à la fin. La Haute Autorité de Santé a ouvert la voie à une généralisation du rappel à tous les adultes. Il a ouvert la voie en disant pas tout de suite, mais ça sera fait. Dans quel délai? J'en sais rien. Je pense qu'il y a en tous les cas, aujourd'hui, à la minute où on parle, il n'y a pas de raison pour que des adultes en bonne santé, moins de 65 ans, reçoivent un rappel parce que leur immunité en termes de protection contre les formes graves reste excellente. Il faut suivre ça de près et on verra. Sans doute, un jour ou l'autre, faudra-t-il un rappel, mais peut-être pas dans un temps très bref, on verra. Question sur le vaccin Moderna, professeur. Suspendu ou déconseillé en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège, en Scandinavie. Est-ce qu'il y a un risque avec Moderna? Alors, de ce que je comprends de ce signal qui arrive hier, c'est un nombre un peu excessif de complications cardiaques, ce qu'on appelle de myocardites, qui sont un risque connu de ces vaccins. Je ne connais pas les chiffres aujourd'hui qui ont conduit à cette alerte. Cela est suivi de très très près en France. Les données de l'Agence nationale de sécurité du médicament montrent que ce risque existe. Il est connu depuis plusieurs mois. Mais si on le compare au risque de développer une atteinte cardiaque beaucoup plus sévère liée à la maladie, il est bien moindre. Donc, en termes les risques, c'est des risques cardiaques. C'est un risque de cardiaque. Alors, après, il faut quand même mettre les choses en l'inflammation du myocarde et du péricarde. Et cette inflammation, elle est transitoire et elle n'est pas grave. Elle s'estompe dans quelques jours. Mais évidemment, ce n'est pas une chose très agréable. C'est qu'on est plus protégé de ces risques-là par le vaccin. Absolument. La maladie peut donner une inflammation, si je reprends votre terme, du myocarde ou du péricarde, beaucoup plus sévère que celle induite par la vaccination et avec une fréquence beaucoup plus grande. Donc l'analyse bénéfice-risque reste, même si on ne la considère que pour le problème cardiaque, reste tout à fait positive. Donc ils en font trop. Je ne me fais pas dire tout à fait. Je vais pas tout. Non, laissez-moi terminer ma phrase, si vous permettez. Attendons d'abord de voir leurs chiffres. Les chiffres français ne montrent pas ce niveau d'inquiétude. On est à des risques qui sont très faibles, 1 pour 100 000. C'est extrêmement faible à nouveau. Mais il faut rester vigilant. Ce serait bien qu'il y ait une concertation entre les pays européens, par exemple. Elle va venir, parce qu'il y a un organisme européen qui s'appelle le PRAC, qui va regarder cela et voir exactement ce qui se passe en Scandinavie, qui n'est pas forcément tout à fait la même chose qu'en France. Sur ce problème, on sait qu'en France, il y a moins de cas qu'aux États-Unis, peut-être lié aux populations, aux conditions de vie des populations. Donc je pense qu'il faut être vigilant, comme toujours, transparent, on l'est, vigilant, transparent, coordonné, mais ne pas s'inquiéter de façon... Non, vous allez un tout petit peu trop vite. Il va y avoir une coordination, mais elle tarde un peu. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Bon. On parlera une autre fois du Molnupiravir. Il faudra changer de nom. C'est un médicament que Merck va développer. Oui, thérapeutique. On n'y est pas, mais c'est une voie. Je voulais juste vous poser une ultime question. Le prix Nobel de médecine a échappé, entre guillemets. On aurait pu penser qu'il allait récompenser quand même ces formidables chercheurs qui ont utilisé l'ARN messager pour protéger la planète. On s'est dit, mais ce
ce serait formidable. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Bon, d'abord, ils ont aussi, pour ils ont l'instant besoin de déjà recul. reçu Madame Carico et Monsieur Weissman aux Ouais. États-Unis, le couple Turecci en Allemagne, c'est bien de citer leur nom, ont déjà reçu des prix très prestigieux. Les deux premiers, le prix Oui, Lasker, qui est le mais prix le Nobel. Oui, mais ils l'auront l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est un épiphénomène. La reconnaissance mondiale à l'égard du travail de ces personnes et d'une manière plus générale de ce qu'a permis la recherche scientifique, je pense que c'est le message principal Ouais. pour avancer dans le contrôle de cette épidémie, Merde, pardon. est juste phénoménal. Donc c'est ça C'est qui juste compte. phénoménal. Excusez-moi, je crois que je suis très en retard. Je vous remercie, professeur Fischer. Et on verra si le prix Nobel sera donné l'année prochaine ou pas. À ces formidables chercheurs qui nous ont sauvés. J'allais dire dans un instant le temps avec Guillaume Bojnica, mais en tout cas, merci d'avoir été ce matin sur LCI.